Bonjour, je vois que le live. Alors, j'ai juste être sûre que ça fonctionne sur ma page. Ça a l'air d'être parti. On va attendre aussi que tout le monde arrive. Ouais. On vérifie. Voilà, ça marche déjà, on est en ligne. On est en ligne. Bonjour à tous. Voilà. Ça marche. Ça marche. Donc, bonjour à tous. Bonjour. Avec Stéphanie, on avait très envie de partager nos vécus personnels, c'est-à-dire comment on s'est rendu compte de nos spécificités. Oui. Donc là, ce sera le premier live d'une série de 3. Je vais remettre le son parce que je ne t'entends pas. De partager nos vécus personnels. Ah, il y a un décalage. Alors, je vais faire attention parce que sinon, je vais avoir un double son. Donc, ce sera le premier live d'une série de 3, comme je disais. Donc, le premier, là, c'est comment on a découvert nos spécificités. Donc, on va chacune vous expliquer un petit peu nos expériences et nos vécus par rapport à ça. Le deuxième live, ce sera comment gérer nos quotidiens d'atypiques et les outils qu'on utilise pour gérer ces spécificités. Et le troisième live, avec Stéphanie, on avait envie, comme elle est plus dans l'approche corporelle, de vous apprendre à réconcilier le mental et le corps. Donc là, ce sera plutôt sa partie à elle, parce qu'elle connaît énormément d'outils. Ça fait quand même 20 ans qu'elle pratique tout ça. Toi aussi, t'as des outils. Oui, moi, je pense, ou des choses qui se recoupent sûrement, mais voilà. Et puis surtout, moi, ce que j'avais envie de partager aussi, c'est qu'on a eu ce souhait de faire un live parce qu'avec Adeline, on s'est rencontrés dans un groupe dans notre région autour des hauts potentiels et on a eu des ressentis très communs. Alors, on s'est dit, étant toutes les deux thérapeutes, on travaille avec chacune de nos spécificités, mais on s'est dit, oui, on pourrait faire des choses. Donc, on a déjà travaillé un petit peu pour des ateliers, mais là, on s'est dit, tiens, si on faisait un live, parce que j'imagine qu'il y a plein de personnes qui profitent ou qui découvrent des choses, et puis on voulait parler vraiment des atypiques et partager nos expériences personnelles aussi. Voilà. C'est oui, c'est vrai qu'au début, on avait déjà travaillé ensemble pour préparer des ateliers qu'on voulait présenter, donc notamment au Centre des électrons, qui est le groupe des hauts potentiels du PGEX. Et le confinement a fait que il a fallu qu'on travaille différemment. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un live en duo. Ce serait sympa d'expliquer chacune un petit peu nos expériences et comment on s'est découvert ces spécificités. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on va pouvoir partager ça avec vous. Donc c'est super, on teste plein de nouvelles choses en plus. Ouais, on a dû chercher un outil pour faire du duo. On est ravis, les nourris, on cherche plein de choses, on fait des expériences, donc c'est génial. C'est vrai qu'on a dû être créative sur ce coup-là. Oui, c'est sûr. Donc moi, du coup, je vais en profiter pour parler un petit peu de justement comment j'ai découvert ces spécificités. Alors, la différence avec Stéphanie, comme vous pourrez le voir après, c'est que c'est quelque chose qui est quand même relativement récent. Puisque pour moi, ça a juste on va dire, ça a 2 ans, peut-être un petit peu plus aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose de récent pour moi. Donc, je me suis découvert vraiment atypique récemment, même si de fil en enfant, j'avais quand même bien compris que j'étais pas tout à fait dans le moule, entre guillemets, surtout par rapport à mon hypersensibilité, puisque dans la famille, je suis la grande hypersensible. Et c'est ça qui a fait, je pense déjà, qui m'a fait comprendre que je n'étais pas un petit peu comme la moyenne, en tout cas familiale. Par exemple, enfant, j'aimais beaucoup prier, ça me permettrait déjà une certaine introspection, c'était un peu ma méditation à moi. Sachant par exemple que j'étais la seule à aller à l'église à pied le dimanche, voilà, de la famille. J'allais faire mes 4 kilomètres et j'allais à l'église, voilà. C'était un besoin, je pense, de me retrouver seule aussi, donc pourtant j'étais petite, j'étais en primaire, donc voilà. Un autre truc qui était rigolo, c'est que je priais, mais que la Vierge Marie, parce que pour moi, c'était pas possible que Dieu soit un homme. Voilà. Donc déjà, j'avais déjà des spécificités un petit peu différentes de ce qu'on m'inculquait. J'ai aussi toujours ressenti qu'il y avait quelque chose après la mort. Donc ça, c'est quelque chose dans ma sensibilité déjà enfant. Je me rappelle avoir dit à ma maman quand j'étais enfant que j'avais été un homme et que j'étais décédée dans un accident de voiture. Bon, c'est vrai, pour la part d'enfant, ça peut parfois aussi un peu surprendre. Bon, bref, je me suis toujours sentie connectée au monde et en même temps pas dans le moule. Donc, je me suis adaptée parce que, voilà,
qu'il a fallu le faire, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde scolaire aussi, parce que c'est parfois difficile quand on n'est pas dans le moule, surtout quand on est enfant, hein. Donc, je me suis adaptée. J'étais pas une très bonne élève. J'étais une élève moyenne, plutôt assez sage, plutôt calme en tout cas. Dans le monde du travail, par contre, j'ai souvent changé de poste parce que généralement, au bout de 3 ans, j'avais fait ce que je considérais le tour et j'avais besoin en fait de nouveaux challenges. Donc, c'est dans le monde du travail où parfois ça a été un petit peu plus compliqué pour moi, notamment au niveau des rythmes, parce qu'une fois que j'avais pigé le truc, je pouvais aller très très vite. Et moi qui ai travaillé en équipe pendant des années, ça pouvait être un petit peu compliqué. Donc voilà. Et suite à ce monde du travail, justement, puisque je travaillais en hospitalier pendant plusieurs années, où là, j'avais des vraies valeurs, hein, parce qu'on est dans le patient, on est dans l'autre. Donc c'était vraiment des valeurs qui étaient importantes pour moi, où j'ai pu m'épanouir. Et puis, comme c'est très difficile de faire carrière dans les hospices civils à Lyon, parce que c'est le public, j'ai choisi d'aller faire carrière, parce que j'étais assez carriériste il y a quelques années, dans le privé. Et je me suis retrouvée en fait dans un grand laboratoire américain où il y avait plus de valeurs en fait entre guillemets et les valeurs étaient très 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 loin des miennes puisque il y a beaucoup d'argent, hein, c'est des milieux pharmaceutiques. Et en fait je me suis perdue à ce moment-là. Et donc j'ai fait un burn-out professionnel. Et suite à ce burn-out, donc l'assurance de mon entreprise m'a envoyé quelqu'un qui était une psychologue. Et au bout, je sais pas, peut-être de 2-3 entretiens, c'est elle qui m'a dit, mais je pense que vous êtes au potentiel. Alors déjà, je lui ai ri au nez. Ma première réaction, ça a vraiment été le déni. Dire, mais c'est n'importe quoi, c'est la grande mode. Tout le monde voit des hauts potentiels partout. Et moi, je ne me sens pas du tout concernée. Et elle m'a dit, je vous conseille d'aller voir la psy qui vous suit. Parce que comme j'avais fait justement ce burn-out, j'ai été suivie en EMDR par une autre psychologue. Donc, je laisse passer une petite semaine. J'en parle à la psy qui me suit en EMDR. Et là, elle me dit, en fait, je voulais vous en parler, mais pas tout de suite. Donc là, ça a été un vrai choc pour moi, en fait. Déjà, parce que je savais pas du tout quoi faire de cette information-là. C'est bien, mais j'en fais quoi? Donc, j'ai laissé déjà digérer un petit peu tout ça. Ensuite, je me suis tournée vers certaines de mes amies qui m'ont dit, c'est maintenant que tu t'en rends compte. Donc, vive les autres, hein. Ouais, ça, je pense que ça a été aussi quelque chose de difficile en me disant, mais personne m'a rien dit. Donc, voilà. Donc, il y a eu ça. Et alors j'ai regardé plein de choses, hein. J'ai commencé par regarder des blogs, des vidéos sur YouTube. Parce qu'en fait, ce que je cherchais, c'était quelque chose qui allait pouvoir me démontrer que j'étais pas concernée. Je cherchais, voilà, toujours dans le déni. Ouais, je voulais vraiment qu'on me prouve que je voulais prouver, non, vous êtes trompés, en fait. Je ne suis pas du tout atypique, voilà. Je sais que je suis un petit peu bizarre, mais je ne veux pas qu'on me colle cette étiquette. Je pense que j'avais vraiment du mal avec le fait d'être étiquetée. Puis ce mot HP, en gros, ça me plaisait pas. Pour moi, c'était quelque chose de très intellectuel et j'ai pas la prétention d'avoir un QI énorme. C'est souvent la difficulté avec les hauts potentiels. C'est que le HP est connoté plutôt intellectuel et on ne prend pas en compte l'ensemble de voilà. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me dérangeait, en fait. Qu'on soit juste catalogué sur une histoire de quotient intellectuel, d'une intelligence, entre guillemets, et ça me plaisait pas du tout. En plus, je m'y reconnaissais pas, vraiment pas. Et donc, une fois que j'avais vu des blogs, tout ça, le problème, c'est qu'à chaque fois, ça me confortait plutôt dans l'idée qu'elles avaient raison. Donc, ça, c'était moins drôle. Puis j'ai dit, alors, de toute façon, ces blogs, tout ça, je vais aller regarder des livres faits par des professionnels. Et donc, je suis montée à la bibliothèque Agex. Et j'ai eu la chance d'y croiser Christophe. Qui, en plus, du coup, c'est comme quoi rien n'arrive par hasard. Christophe, c'est la personne qui, dans notre région, a créé le groupe Électron Libre, en fait, avec j'ai perdu son prénom. Florence. C'est ça. Avec Florence. C'est ça. Donc, grâce à Christophe, j'ai eu les premières lectures. Donc, le premier que j'ai lu, que je dis pas bêtise, c'est Trop intelligent pour être heureux. Je mettrai bien sûr ensuite les liens des différentes lectures. Hein. Celui-là, je l'ai emprunté à la bibliothèque, donc c'est un livre que je ne possède pas, mais c'est le premier que j'ai lu. Bon, il était très porté psy quand même, mais très intéressant. Okay. Et puis, au fur et à mesure, avec les électrons, tout ça, les partages, j'ai trouvé celui-là, que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Je pense trop. Beaucoup l'ont lu. Hein. Je le conseille souvent hein, pour les gens qui sont un peu dans le déni. Je pense mieux aussi. Ouais, je pense mieux là. Je pense trop, je l'ai pris à la bibliothèque, ça c'est je pense mieux. Okay.
voilà, donc j'ai lu d'abord Je pense trop de Christelle Petit-Colin. J'ai acheté le Je pense mieux. Et celui-là, je l'ai trouvé, il dédramatisait un peu la situation pour moi. Dans le sens où je trouvais qu'il avait un petit peu plus des notes humoristiques. Il avait un certain attachement pour les personnalités atypiques qu'elle rencontrait. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui m'a un peu soulagée de cette étiquette. Même si j'ai encore du mal à la porter quelque part. Parce que je trouve que ça peut être un peu présomptueux de dire je suis HP, atypique. Pour moi, c'est encore quelque chose qui est compliqué. Par contre, au niveau de mon hypersensibilité, ça c'est toujours quelque chose que j'ai assumé, que je considère vraiment comme un don, un cadeau du ciel. Parce que je me rends bien compte que de ressentir des émotions à 100 000%, c'est un vrai cadeau. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps un auteur qui s'appelle Saverio Tomasella. Alors voilà, je vous le conseille. Super. J'aime beaucoup ce qu'il fait, dans le sens où ce qu'il fait, c'est plus sous une forme romancée. Donc pour moi, c'est aussi sympa. Disons que pareil, ça dédramatise un petit peu ce côté de différence. Et je me retrouve tout à fait dans les personnages de ces romans qui sont des héroïnes, souvent d'ailleurs, hypersensibles. Donc voilà, ça c'est un petit peu les lectures que je vous partagerai ensuite. Et ben voilà, j'ai un petit peu fait le tour de mon expérience. Je ne sais pas si c'est au niveau du timing rapide, mais je crois que j'ai fait le tour. Donc je vais passer la parole à Stéphanie. C'est important, je trouve c'est important qu'on partage parce que justement, quand on est une personne atypique, puis pour moi en tout cas, ma sensibilité est plutôt qu'on est tous différents de toute façon par nature, et je pense que chez les atypiques, c'est encore plus flagrant. Je te rejoins sur le fait, moi j'ai eu beaucoup de mal avec les notions d'étiquette. Voilà, donc j'ai essayé de trouver le mot qui me convenait le plus. Moi je suis plus avec le terme douance qui me parle vraiment. La douance, c'est la prise en compte de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence intellectuelle, musicale. En fait, on peut être un haut potentiel, si on utilise ce mot avec la notion un talent un petit peu plus élevé, on va dire, dans n'importe quel domaine. Donc moi, j'utilise beaucoup douance, en fait. C'est vraiment le mot qui me parle. Je me permets aussi, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure en commentaire si dans nos partages, ça vous fait penser à quelque chose, une question, n'hésitez pas, on répondra à la fin du live. Voilà. Donc oui, moi, mon parcours, il est différent et unique du coup. Je dirais que jusqu'à l'âge, je sais pas, je dirais 15 ans, j'ai pas trop vu mes différences. Je suis une enfant unique, donc j'ai pas eu à me comparer aussi à d'autres personnes dans ma famille à part mes parents. Mes cousines et mes cousins peut-être, mais c'était moins flagrant. Donc je dirais j'ai eu une enfance insouciante. On a accueilli plutôt qui j'étais avec du cadre familial, mais j'étais assez libre. Voilà. Et en fait, c'est vers 13 ans où pareil, je te rejoins Adeline, c'est qu'à 13 ans, j'ai demandé à être baptisée. Alors chez moi, j'ai des parents très athées. Voilà. Pas de religion, même s'ils ont une éducation judéo-chrétienne, pas de religion. Moi, j'ai voulu être baptisée. C'était un truc, je sais pas pourquoi, et aujourd'hui, si, je peux vous le dire pourquoi, mais sur le coup, même mes parents, ils n'ont pas bien compris. Ils ont pensé que comme j'étais en école privée, je reproduisais quelque chose que j'entendais dans le catéchisme, voilà. D'accord. Aujourd'hui, je peux dire que c'était une recherche plus profonde, en fait. J'avais besoin de donner du sens. Et c'est autour de 20 ans où là, il y a quelque chose qui a vraiment changé suite à un événement fort, pas trop grave, mais fort dans ma vie. Je me suis dit, entre ce qu'on m'a appris, ce que je ressens, les valeurs qui sont appliquées, tout était mélangé et je comprenais plus rien. Je me disais, mais moi, je suis pas bien là-dedans. Ce qu'on me dit, je l'entends, mais je le vois pas appliquer. Finalement, si on fait pas comme on m'a dit, ça va pas. Enfin voilà, tout un mélange comme ça de valeurs, d'applications, voilà. Donc j'ai commencé un travail personnel, un cheminement personnel. Donc au départ, c'était parce que je pensais que j'avais un problème. On m'a dit depuis l'âge de 13-14 ans que j'étais assez différente. J'ai vécu une adolescence plutôt sympa, mais très différente des autres. Je ne bois pas, je ne fume pas, j'ai jamais eu envie. Et on me dit, ah, mais toi, gna gna. Voilà, donc quelque chose de très fort chez moi, des convictions très très fortes qui m'ont fait mettre un peu à côté. Voilà, peu d'amis, j'avais peu d'amis, je cherchais pas à tout prix à être en lien avec les autres. Ça me parlait pas tout le temps les modes de fonctionnement des ados, en fait. Voilà, c'est ça qui a été assez flagrant. Et j'ai commencé donc un chemin personnel. Et moi, j'ai d'abord découvert plutôt le monde spirituel dans le sens, alors pas la religion, on est d'accord, mais tout ce qui est lié au subtil de l'être humain.
Donc les énergies, tout ce qui était lié aux anges, donc un peu ésotérique, l'écoute des émotions, hein, donc on reste dans le subtil même si c'est concret, on était dans le subtil, les fleurs de Bach, c'était la première chose que j'ai fait, voilà, donc c'était vraiment tout le monde intérieur, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, voilà, donc franchement j'ai évolué à comprendre et surtout intuitivement à me libérer de choses que je me disais mais ça, c'est pas à moi. Je sais pas pourquoi je fais ça, c'est pas à moi. Donc, ma soif, elle était de me libérer de certaines chaînes intérieures que j'avais l'impression d'avoir. Voilà. Et puis, là où ça a vraiment mis du lien, je dirais scientifique, pour sortir des énergies. Alors, moi, je suis très sensible aux énergies, je capte plein de choses. Je me suis intéressée aux anges, j'ai perdu le mot. Tout ce qui est aussi, ça me vient pas. Je m'y suis intéressée. Tu m'avais parlé de tout ce qui était déesse, tout ça, égyptienne. Enfin, tous ces mondes subtils qu'on va chercher, les messages inconscients, toutes ces parties-là. Il y en a un qui a zappé. Vous voyez, mon cerveau, il n'est pas d'accord. Et du coup, c'est plutôt, il y a maintenant 8 ans, vraiment, où j'ai mis une partie plus scientifique pour mes enfants. En fait, quand j'ai eu ma fille, je me suis dit, voilà, moi, ça fait déjà 15 ans que je travaille sur moi, j'ai compris des choses, il y a des choses très fortes qui vibrent en moi, et ça, c'est ce qui m'a guidée jusqu'à maintenant. Mais comment je vais transmettre ça à mes enfants? Comment je vais faire pour que mes enfants puissent être eux-mêmes libres et que je puisse développer leurs compétences dans leur singularité sans chercher qu'ils soient au potentiel ou pas. Hein. C'était pas ça la recherche pour moi, c'était plutôt leur personnalité, pas les enfermer. Parce que moi, je me suis sentie très enfermée à l'école, du coup. Parce qu'à l'école, on m'a dit que j'étais incompétente, que je m'en sortirais jamais, parce que je suis kinesthésique. Donc, ça veut dire que moi, j'apprends avec mes petites mains. Si je ne sais pas apprendre par cœur, je ne sais pas faire ça, je suis créative, c'est par le fait de faire que j'apprends vraiment. Si on me dit que tu dois apprendre ça par cœur, ça ne rentre pas, mon cerveau, il ne marche pas. Il faut pratiquer, d'accord. Voilà. Moi, c'est beaucoup de pratique, et puis créatif, et puis de connexion, d'envie, de désir, de plaisir. Je suis une artiste, finalement, on peut le comparer à ça. C'est vraiment la partie artiste qui fonctionne d'abord chez moi, qui m'emmène au concret, hein, parce que j'ai une vie très concrète avec beaucoup de choses, ça ne m'empêche pas de créer, mais c'est d'abord par cette sensibilité et les sens que ça marche pour moi. Si ça n'a pas de sens, si dans ma vie les choses n'ont pas de sens, vous ne me faites pas faire quoi que ce soit. Voilà. Et à l'école, ça m'a créé beaucoup de problèmes, en fait. Et je me suis sentie bête très longtemps. Bah oui, c'était le mot. Moi, je me suis sentie bête parce qu'on me l'a dit. Voilà. D'accord, oui, parce qu'on te l'a dit en fait. Ouais, d'accord. On m'a dit, oui, elle est bête, elle ne s'en sortira pas, elle ne fait pas d'efforts, gna gna gna. C'est terrible. J'ai eu la chance que mes parents n'avaient pas d'attente envers moi particulière. Et quand j'ai choisi d'être coiffeuse, on m'a dit OK. Et quand je suis rentrée à l'école de coiffure, ma mère, elle n'a même rien compris. J'avais des super bonnes notes, tout se faisait facilement. En fait, il y a quelque chose qui a été plus adapté à moi, en fait, à ma façon de vivre les choses. Voilà. Et l'apprentissage aussi, parce que finalement, ça reste dans la j'apprends en faisant. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, c'est quand j'ai eu ma fille que là, je me suis posé ces questions. Et ma première découverte, ça a été Maria Montessori. Quand j'ai lu les livres de Maria Montessori, je me suis dit, bon là là, j'aurais bien aimé être dans une école Montessori. J'aurais eu moins de séances de thérapie pour me dire que je suis normale. Enfin, normale, que je suis bien. J'ai trouvé ça génial. J'ai lu ses premiers livres. Je ne suis pas allée dans toute la méthode, mais je suis allée dans les premiers livres. L'enfant, par exemple, où elle parle du développement de l'enfant. Et là, j'ai fait des liens avec plein de choses. En fait, plein de choses. Et au fur et à mesure que j'ai voulu accompagner ma fille, j'ai découvert du coup les hauts potentiels, l'hypersensibilité. Et là, hypersensibilité, je me suis dit, ah bah ça, c'est moi. Moi, je ne savais pas bien mon hypersensibilité. En fait, dans ma famille, pour moi, c'était un problème. J'avais un problème. J'ai beaucoup travaillé en me disant j'ai un problème d'être hypersensible, en fait, de sentir tout. Je ne comprenais pas parce que je ressens aussi des choses lointaines, voilà, et que j'ai gardé que pour moi. Vous voyez, j'ai même du mal à le dire parce que même dans mes accompagnements de thérapeute, c'est très rare que j'utilise les parties subtiles, ésotériques. Tout ce que j'ai ressenti naturellement, j'avais des messages, j'ai pu travailler sur mon histoire d'âme, sur plein de choses en même temps, mais que j'ai gardé beaucoup pour moi, que petit à petit, je m'autorise à offrir aux autres, parce que c'était un truc bizarre quand même, au-delà des croyances sociales. Moi-même, il y avait quelque chose où je me disais, c'est bizarre.
parce que du coup, mes parents qui étaient athées m'ont pas aussi nourri cette spiritualité. J'ai pas eu du tout d'informations là-dessus, donc je me suis débrouillée. Voilà. Donc du coup, voilà, et c'est vraiment avec ma fille, et j'ai évolué avec ça, j'ai découvert tout ça, je me rappelle de la première interview que j'ai entendue du docteur Revol, qui est un spécialiste lyonnais, qui accompagne beaucoup d'enfants atypiques, 10, au potentiel. Et il avait répondu une interview pour une chaîne suisse. Et en fait, il y a quelque chose qui a vibré. C'est-à-dire, j'écoute pendant que j'épluchais mes patates. Hein. Clairement, j'étais en train de faire la cuisine et j'écoutais cette interview où il y avait des personnes qui témoignaient de leurs différences, de leurs spécificités. Et du coup, j'ai entendu un homme qui dit, moi, quand je me retrouve à table avec les autres, je sais déjà comment ça va terminer. Je m'ennuie. Et là, je me dis, ah ouais, moi aussi. Et puis quand j'ai entendu le docteur Revol, en fait, il y a quelque chose qui a lâché puisque j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Toutes les larmes de mon corps. Ça a duré une demi-heure. J'ai appelé mon ami d'enfance en disant, ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Il y avait après une joie incroyable. Et petit à petit, au fur et à mesure, j'ai lu des livres, mais moi, je suis pas testée parce que, en fait, dans mon chemin un peu ésotérique, j'ai découvert les enfants indigos. Et aujourd'hui, pour moi, les enfants indigos et les enfants avec une douance, ou les êtres avec une douance, c'est les deux parts de la même chose. Il y a la partie spirituelle et puis la partie scientifique. Et en fait, c'est comme ça que je dis, mais ça me ressemble tellement dans mon hypersensibilité, dans l'enfant indigo, l'enfant cristal, maintenant, hein, on parle de ça. Je me retrouve beaucoup. Et ça m'a suffi pour valider. J'ai pas eu besoin de test. Et surtout, moi, je veux pas d'étiquette parce que je crois qu'on est des êtres justement complets, un cerveau gauche, un cerveau droit. Il faut savoir tout utiliser, autant la partie rationnelle que la partie subtile. Donc, je cherche pas à savoir si j'ai un QI plus élevé ou pas, ça m'intéresse pas. J'en ai pas besoin dans ma vie au quotidien, moi, en tout cas. Et surtout, je me suis trouvée maintenant sur ce chemin et j'adore mon hypersensibilité. J'ai appris à l'aimer, à dire c'est un cadeau. Je le partage avec les autres, d'où le live aussi. Voilà. Donc voilà un peu mon chemin, moi, qui est différent du tien, mais qui chemine, qui aussi m'a permis de me découvrir. Et du coup, aujourd'hui, je suis thérapeute parce que aussi, j'en suis sûre, c'est la partie artiste en moi, créative, cette sensibilité qui m'a amenée à vouloir prendre soin des autres. Moi, je pleurais quand je voyais les personnes mendier quand j'étais petite. C'est toujours encore le cas quand je suis en tant qu'adulte. Hein, c'est encore quelque chose qui est très difficile pour moi. C'est ça. Quand les gens dans la rue mendier, c'est compliqué. Et en fait, je ne sais pas toi, Adeline, mais moi, en fait, ma sensation aujourd'hui, après une vingtaine d'années sur ce chemin-là, parce que moi, ça fait bien 20 ans maintenant, même 23, moi, ce que je me rends compte, c'est qu'aujourd'hui, c'était une recherche de compréhension finalement. J'ai pas eu tellement, alors j'ai eu à accueillir des blessures en tant que personne dans mon histoire au niveau karmique, hein, parce que voilà, pour moi il y a plein de plans, mais aujourd'hui je me rends compte que c'était finalement me connaître. On vient quand même de générations où on en parlait très peu des enfants atypiques, c'était plutôt des enfants à problème avant. Et moi, toutes mes lectures, elles m'ont pas appris entre guillemets quelque chose, mais elles m'ont juste permis de révéler en moi ce qui était déjà là. Voilà. En moi, elles m'ont permis de comprendre surtout, donc ma propre histoire, ma propre perception de moi-même, mais aussi ça m'a aidé au niveau de mon histoire familiale, tout simplement parce que mon père est plus là aujourd'hui, mais en apprenant que j'étais hypersensible, que je faisais partie des gens qui ont de la douance, je me suis rendu compte en fait le mal-être que ça pouvait générer chez les gens qui n'avaient pas justement accepté ou qui n'avaient pas cherché à travailler là-dessus. Et je me suis rendu compte que donc mon papa à 15 ans était bachelier, c'était un homme vraiment qui était très intelligent, qui était aussi très créatif. Et du coup, ça m'a sauté au visage en disant, ah mais en fait, dans la famille, il y en a des hauts potentiels, clairement. Et en plus, clairement, c'était un hypersensible. C'est un homme que je voyais toujours très, très ému par la musique classique, qui aimait beaucoup avoir ses amis, qui pouvait vraiment être touché, voilà, chanter vraiment, qu'il était à fleur de peau. Je pense que pour un homme, c'est niveau sociétal beaucoup plus difficile à gérer que pour une femme. Je pense que ça a été compliqué pour lui et je pense qu'il avait fait ce chemin aussi à travers des lectures, etc. Ça aurait peut-être été plus facile. Ouais. Donc, je suis contente, en tout cas, moi, d'être sur ce chemin-là. Et bon, j'ai un enfant aussi qui a un garçon et qui est hypersensible. Et j'essaie aussi de l'aider à accepter que, bon, parfois, le regard des autres dans la société, c'est compliqué quand on est hypersensible, en tout cas. Je l'ai expérimenté il y a quelques jours, hein. Donc, je suis tombée sur une émission à la télé où il y avait des animaux. Donc, c'est une vétérinaire. Et elle a dû piquer le chat d'une dame. Et moi, j'ai pleuré pendant 15 minutes dans la télé. Je pouvais plus m'arrêter.
La détresse, elle m'a sauté au visage. C'est comme ça. Et j'ai eu le droit à « t'es une tapette ». Voilà. C'est des copines qui me disent ça. Mais de toute façon, toi, t'es une tapette. Bah ouais, moi, je suis une tapette. Peut-être, ouais. Et je veux dire, sociétalement, bah oui, c'est dur. Ça passe vraiment comme une fragilité. Et en fait, moi, je le vis pas mal parce que je sais à quel point, justement, c'est un cadeau. Je me dis, les gens peuvent pas ressentir des émotions aussi fortes et aussi profondes que je les ressens. Alors, de l'extérieur, je peux comprendre que ça puisse passer pour de la faiblesse, mais je sais très bien au fond de moi aujourd'hui que ça ne l'est pas. C'est juste une capacité à transcender, à ressentir, et de la même façon que si ça vous arrivait à vous. Alors, bien sûr, faut les gérer, les émotions qui viennent avec. Donc, moi, aujourd'hui, je les gère avec les fleurs de bac, et Dieu sait qu'elles sont aujourd'hui dans mon quotidien, hein, parce que justement, toutes ces émotions, il faut les accompagner, et c'est pas rien. Non, et puis c'est sûr que, enfin, en t'entendant, moi, ce qui me vient, c'est vraiment le fait que ce que j'ai appris personnellement avec mes émotions, c'est justement les accueillir, qu'elles sont clairement ma force aujourd'hui. Très longtemps, on m'a dit, ah, mais toi, alors, ou j'étais quelqu'un d'hyper sensible, oh, tu pleures beaucoup, on a peur, même les gens avaient peur de me dire des choses par peur que je me mette à pleurer, en fait. Voilà. Que j'ai une avant de dire quelque chose, quoi. Voilà, donc, ah, mais tu vas pleurer, j'ose pas te dire, mais bon, c'est pas grave que je pleure. Hein. Je me rappelle, ma maman, avec toute sa bienveillance, parce que vraiment, elle est pleine de bienveillance, me disait, ah, mais rends-toi pas malade quand je pleurais, ne te rends pas malade. Et combien de fois ça m'a énervé, mais je me rends pas malade, je pleure, c'est tout, il y a quelque chose qui se passe en moi. Mais j'avais pas toute l'explication avant. Mais moi aujourd'hui c'est ma force, c'est sur mes ressentis en fait que je me base pour être en lien avec une personne, parfois attendre. Alors j'ai dû apprendre par contre, hein, parce que moi quand je suis en lien avec quelqu'un, dès que je ressens un truc, je lui saute, ou elle sur elle, hein, c'est pas que les hommes, je lui saute dessus, c'est génial, je suis ravie, je suis très extravertie, j'exprime beaucoup, moi en fait, j'exprime trop peut-être pour certaines personnes, mais j'exprime hyper facilement les choses, hein, j'aime parler, j'aime échanger. Donc j'ai appris par contre à accueillir que si l'autre ne réagissait pas comme moi, c'était pas moi le problème, parce que j'ai très longtemps cru que c'était moi qui faisais mal. Du coup, ah bah je suis pas adaptée, je sais pas me tenir. Hein, j'ai intégré plein d'autres choses sociales. En disant, tiens, je sais pas me tenir, voilà. Mais aujourd'hui, j'ai accueilli que non, il y a des personnes qui leur faut plus de temps, qui n'ont peut-être pas l'accueil aussi facile, ça remue. Effectivement, quand on est ouvert, l'autre va tout de suite ressentir des choses, et il y a des gens, bah, c'est plus difficile. Et vraiment, pour moi, c'est ma force aujourd'hui. C'est une force. J'ai 2 enfants, j'ai une fille et un garçon. Donc avec ma fille, ça a été plutôt facile. J'y ai retrouvé des modes assez similaires. Et mon petit garçon, par contre, sur le coup, ça a été dur parce que sa sensibilité, son hypersensibilité, elle s'est développée d'abord dans le physique, hein, comme un enfant. Il a 4 ans et demi pour l'instant. Et puis un garçon, donc je dis pas que tous les garçons sont comme ça et que toutes les filles font comme ma fille, mais chez moi, c'était très genré, finalement, leur comportement. Et mon garçon, c'était physique. Je lance, je cache, je tape, je viens te titiller et tout ça. Donc, il m'a fallu aussi un certain temps pour accueillir le fait que cette colère, des fois, qui déversait, derrière, il y avait toutes ces émotions. Il déteste aller à l'école et j'ai mis un certain temps pour me dire, en fait, c'est pas l'école qui déteste. Mais quand il se retrouve, je me rappelle, moi, me retrouver au milieu de la foule, il me faut un certain temps pour que tout ce que je ressens, toutes les infos indirectes, non verbales des corps des autres, toutes les énergies qui se dégagent dans une assemblée, ben, il me faut un certain temps pour moi m'y caler. Et en fait, quand on a un enfant, bah, c'est dur. Et lui, c'est sa façon. Quand il y a une émotion, c'est pour l'instant réactif, même si ça s'améliore. Et à force d'en parler, moi, je prends beaucoup de temps. Mais qu'on a aussi chacun notre façon de le canaliser, de l'exprimer du coup après. Voilà. Donc, mais moi, pour moi, c'est une force. Je leur apprends à nommer tout. Tout est OK. Ils peuvent tout dire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi pour moi, peut-être chez les personnes atypiques, un peu le manque. Si on revient, je me permets hein, de partager ça, mais ce que j'ai découvert, moi, c'est que souvent, on va intellectualiser, on va chercher justement un QI à tout prix. On va peut-être les nourrir, même si ça a évolué. Hein, mais je me rappelle à l'époque, quand j'étais à Lyon, avoir plusieurs amis, même une amie qui avait 4 enfants, 4 HP. Hein, donc voilà. Et on les faisait monter de niveau et ainsi de suite. Et en fait, ces enfants, ils finissaient par être stressés, par avoir beaucoup de pression parce qu'on leur apprenait pas à vivre la partie sensorielle, la partie émotionnelle, peut-être spirituelle, nourrir.
ces parties-là. Et moi, aujourd'hui, je remercie d'avoir trouvé le chemin d'abord du côté plutôt ésotérique spirituel, parce que j'ai nourri le subtil. Et après, ben, j'avais juste à mettre des infos intellectuelles. Et du coup, pour les enfants, j'essaye aussi beaucoup, parce que je trouve que c'est ce qui manque parfois pour les hauts potentiels, les atypiques. Enfin, voilà, on met le mot qui est juste pour nous, mais on a besoin de nourrir ça, clairement. Cette partie, elle doit être autant nourrie que les connaissances qu'on apprend au quotidien, je pense. Voilà. Donc voilà. Donc, en fait, la société maintenant cherche beaucoup à être dans le mental, hein, même au quotidien, hein, on tourne beaucoup dans le mental, beaucoup moins dans l'émotionnel. Et je te remercie aussi sur le fait que tu disais que tu n'avais pas souhaité tester. Alors, au départ, je m'étais dit, je vais faire le test. Donc, les premiers trucs que j'ai fait, j'avais regardé le site de Mensa, qui est le site des adultes au potentiel. Il y avait un test en ligne. Alors, j'avais fait ça à l'arrache, dans mon lit, sur l'iPad, vraiment truc pas préparé. De toute façon, je sentais bien qu'au fond de moi, j'y mettais pas du cœur. Dans le sens où, en fait, je m'auto-sabordais déjà. Et je me suis dit, bon, en fait, tu veux pas, tu cherches de toute façon à te prouver que tu ne fais pas partie des gens outwards. Donc, à quoi ça te sert finalement? Parce que de toute façon, tu s'aborderais parce que tu veux pas avoir cette étiquette. Donc, c'est vrai que il y a encore cette histoire d'étiquette et de mental qui me génère encore énormément. Et c'est tellement, c'est vrai qu'on nous demande toujours, voilà. Limite, si tu te présentes ta DHP, il y en a que certains qui te demanderaient limite, c'est quoi ta carte de QI? Ah oui. C'est aussi parfois quelque chose qui peut me déranger. Alors ça, moi, ça m'est pas arrivé. Moi, j'ai vécu l'opposé. C'est-à-dire que quand je parle au début, je disais au potentiel. Hein. Tu vois, j'ai découvert mon potentialité, mon hypersensibilité. J'ai vu les réactions en face de moi de gens disant mais tu te prends pour qui en fait? Sans me dire vraiment, mais ouais, mais tout le monde, on est tous intelligents. Bah, j'ai jamais dit que les gens sont pas intelligents, mais avoir cette réaction, moi, c'était plutôt dans ce sens-là que je l'ai vécu. D'où ma recherche aussi de sortir de ça, parce qu'effectivement, c'était trop connoté, mais je voulais pas non plus dénigrer ce que j'avais découvert de moi, parce que ça m'a fait ouvrir aussi beaucoup de portes sur beaucoup d'angoisses. En fait, je me suis rendu compte qu'une partie de mes angoisses faisait que je me retenais pour être au rythme des autres. Alors que quand je suis à mon rythme, bah oui, ça me met en dehors de certaines personnes, mais en fait, là, je suis plus angoissée. Moi, j'ai découvert les natures multiples, qui est une approche avec un test où là, on va découvrir nos différentes intelligences qu'on connaît. Là, il y a déjà 7 intelligences, mais il y a aussi des intelligences naturelles. Donc, elle nous fait faire un test et on va travailler. Hein. C'est du coaching, c'est pas juste un test. Et c'est grâce à ça que j'ai découvert qu'en fait, elle travaille avec les tigres, en fait. Et Marjorie Marie, donc, qui habite près de chez moi. Et en fait, ça m'a fait rendre compte que je n'utilisais pas toutes mes compétences. Je me sclérosais. Voilà, ça c'est cette partie-là, là avec telle personne, je suis comme ça, ou là, faut pas que j'aille trop loin. Non, je m'étais suradaptée. Donc, c'est la richesse de notre cerveau, de pouvoir s'adapter, d'analyser le système et tout ça. Mais du coup, c'était pour le bien-être des autres, mais pas le mien. Et maintenant que je suis à mon rythme, oui, bien sûr, je surprends plein de gens, mais je n'ai plus d'angoisse en fait. Je suis à fond et mon cerveau, il fonctionne pour que j'évolue, j'avance, je crée ce que j'ai envie. Et ça, c'est important. Moi, je l'ai vécu comme ça. Moi, là-dessus, dans le sens où quand je travaillais dans un monde médical, donc qui est quand même avec des procédures très carrées, on doit tous faire pareil dans tous les pays, etc. Voilà. Donc, quelque chose de très, très rigide. Ça me permettait pas, en fait, d'ouvrir mes ailes, entre guillemets, d'être dans ce cadre-là. Et le fait maintenant d'être indépendante, ça me permet justement de travailler sur tous ces plans-là, que ce soit de la créativité, des choses que je me serais pas autorisée. Je me rends compte à quel point, dans ce cas-là, j'arrive vraiment à m'ouvrir et à m'éclater. Et on m'avait fait la remarque quand je travaillais en me disant, quand on t'a laissé carte libre, t'as fait tout super bien. Mais quand on te met dans un cadre, c'est compliqué. Donc ça prouve à quel point aussi j'avais besoin de me laisser une certaine liberté. Si on me met dans un cadre trop rigide, je sais que pour moi, en tout cas aujourd'hui, je me rends vraiment compte, ça ne fonctionne pas. Moi, je suis réactive. Hein. Dans un cadre rigide, en plus, j'ai une histoire avec un papa très structuré, donc j'ai vu peut-être un peu trop l'extrême sur des points, mais si on me met un cadre, en fait, j'étouffe. Maintenant, je le ressens. Moi, je travaille beaucoup avec le corps, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, sur le langage du corps et écouter ce corps, parce qu'il sait tout, il exprime tout, et moi, j'étouffe, en fait. C'est clairement ça. Quand on me met un cadre, je me dis, c'est pas possible. Et en fait, depuis 2 ans, je suis avec mes enfants, seule. Et les gens me disent souvent, mais comment tu fais pour faire tout ça? Mais il m'a fallu un certain temps pour me rendre compte que mon rythme n'était pas normal. Parce que quand je regardais les autres, je me disais, mais tout le monde fait comme moi. Tu vois? J'avais cette sensation que tout le monde a des enfants, un travail.
Mais c'était aussi, les gens me disaient, mais comment tu fais pour produire, pour créer autant de choses sur plein de plans et tout. Il m'a fallu un certain temps pour dire, ah oui, tu vas vite, mais en fait, c'est tellement normal. Et ça, c'est aussi, tu vois, en disant ça, ça me fait penser, c'est tellement normal mon rythme que je ne vois pas ce qu'il y a de différent. Mais en même temps, aujourd'hui, ça aussi, c'était un travail de dire, moi, je suis tellement dans mon normal au quotidien que je ne me rends pas compte que les autres ne sont pas comme ça aussi. En fait, j'ai dû travailler, me dire, bah, en fait, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. J'ai dû m'adapter, comprendre qu'il y avait des gens qui n'avaient pas mon rythme du tout, alors que c'était positif ou pas pour certains. Mais en fait, parce que le regard des autres, je me disais, mais c'est normal ce que je fais. Et même dans ma thérapie, des fois, je me disais, mais pourquoi je partagerais ça avec les gens? Tu vois, sur les réseaux, je vois plein de personnes partager. Pourquoi je ferais ça, moi? Finalement, il y a plein de gens qui parlent de ça. Et puis les gens, de toute façon, c'est la vie normale. J'ai dû travailler à me dire, non, non, c'est pas la vie normale pour tout le monde. Il y a des gens qui ont plus de difficultés ou qui n'ont pas conscience. Parce qu'il y a ça. C'est aussi parfois juste de l'entendre. Moi, j'ai entendu des fois des choses qui me disent, ah bah oui, et ça suffisait. Donc, ouais, c'est un cheminement. C'est un cheminement. Entendre le message peut faire la différence. Et d'avoir différentes approches, c'est vrai que c'est intéressant aussi. Oui. Ben, je crois que c'est la richesse. Enfin, moi, j'adore partager, j'adore la différence des gens. Je m'en fiche de ce qu'ils font dans leur vie, en fait. Tu vois, le truc que tu fais dans la vie, je m'en fiche. Mais j'adore connaître le fond. Quand les gens ne partagent pas, tu vois, quand je pose la question, est-ce que tu vas bien? Et qu'on me dit, ça va. Mais encore, vas-y, dis ça. J'ai besoin que tu mettes des mots parce que moi je ressens plein de choses et je trouve ça tellement intéressant. On s'enrichit, on s'entraide, savoir. Par contre, on reste aligné. Hein. Moi, je reste alignée sur qu'est-ce que j'ai envie ou pas de faire. Hein. Je vais pas faire ce que les autres me disent, mais d'entendre, de partager. Voilà, je trouve ça génial. Et je trouve que justement, quand on a un cerveau en arborescence, on a cette richesse où il va vite et on fait plein de liens. Quoi. Donc, aujourd'hui, enfin, je sais pas si ça se voit, mais moi, c'est vraiment un cadeau. Je le vis avec. Mais le chemin, c'est de le découvrir, ce cadeau. C'est aussi pour ça qu'on fait les lives. Hein. Moi, je vois beaucoup de personnes souffrir de leur différence. Voilà. J'en vois beaucoup. Il y a tout un chemin pour accepter que ce soit un cadeau, en fait. Ça prend du temps. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein d'infos, de pouvoir partager aussi. De pouvoir partager. Voilà, d'avoir des expériences diverses et variées qui font qu'on va retrouver ou pas, hein, parce que des profils entre guillemets d'atypiques, il y en a des tas. Oui, ah oui. On va se retrouver dans certains, pas dans d'autres. Oui, puis on est unique, comme moi je disais au début, donc il faut trouver notre singularité. Voilà. Chacun, dans les atypiques, on a aussi notre singularité. Cherchons, trouvons. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai l'impression d'avoir été une scientifique qui a cherché qui elle était. Et vraiment, moi, ce qui me motive, c'est que parfois, je vois justement de la souffrance en accompagnement. J'ai pas mal de haut potentiel, du coup. Et je vois là où ça emmène, comme tu disais très bien par rapport à ton papa, quand on ne sait pas, là, ça emmène. Moi, j'ai des personnes qui pensent être dépressifs, en fait. Alors que quand je les écoute, je dis, mais vous avez tout. En fait, elles font presque les séances pour moi parce qu'elles ont les infos, mais comme une part d'elles pense pas que c'est une qualité, pense que c'est un problème, et ben elles le vivent. Elles ont été traitées pour dépression, enfin plein de choses. Hein. Et vraiment, on dit, mais mince quoi. Alors que non, il y a de la richesse, et puis c'est même très naturel, hein, les émotions, ça fait partie. Ouais, parce que c'est vrai que vraiment, c'est pas accueilli de façon bienveillante. Je pense toujours qu'il y a vraiment, au niveau de la société, c'est compliqué. Hein. Ouais. Et je pense vraiment que ça peut faire des troubles profonds, et comme tu dis, de la dépression, des addictions aussi. Tout à fait. Échapper de ce quotidien qui parfois peut être dur à gérer. Hein. Je veux dire, voilà, on a toutes les deux des outils différents pour gérer nos quotidiens avec ça. Et si tu n'as rien, je pense que tu peux vite être démuni. Ah oui, ben, tu as tout à fait raison. Moi, aujourd'hui, tout ce que j'offre aux gens en accompagnement, dont je parle même avec mes amis et tout ça, je le pratique pour moi. De toute façon, au départ, c'était une pratique pour moi. Je suis devenue accompagnante psychocorporelle parce que je les utilisais et que j'adore faire ça et que j'avais envie de le partager avec les autres pour que les autres se sentent bien. Mais moi, je le fais pour moi, c'est mon quotidien. Je me rends compte, par exemple, la méditation, il y a la vague où on a beaucoup parlé de méditation. J'étais comme tout le monde, je me dis, tiens, je vais mettre la méditation. Puis en fait, en observant ce qu'était la méditation, je me dis, mais en fait, je le fais déjà. Parce que comme j'ai déjà une discipline d'écouter ce qui se passe en moi, je peux aller plus loin. Mais en fait, j'ai déjà des rythmes où je prends du temps pour me ressourcer. Je sais que j'ai besoin de solitude, j'ai besoin de silence et d'écouter ce qui se passe dans mon corps. Donc voilà, j'étais déjà là-dedans.
Et je pense qu'on a, je me rappelle une interview de Petit Colin, qui justement un podcast où elle dit, mais en fait, les enfants avec une douance, elle n'est pas spécialisée dans le côté spirituel, mais ils ont clairement une conscience de la vie beaucoup plus grande. Donc moi, c'est par ce chemin-là que j'ai commencé, et c'est sûr, c'est que on va chercher plus loin naturellement. Notre cerveau, il veut toutes les informations, et pas que le rationnel, il veut sentir, il veut être dans son corps. On a vraiment besoin de ça. Et je pense que c'est très important d'aller sentir. On peut penser au côté animal, hein, la base, mais c'est pas l'animalité, c'est nos sens, c'est notre fonctionnement naturel en fait. Nos sens, on en a besoin pour avancer et pour faire des choses au quotidien. Voilà. Ouais. Et au contraire, ils peuvent se nourrir, ils ont toutes les réponses là aussi, moi je trouve. Voilà. Je suis motivée. Hein. Donc, je vois qu'on a quelques questions déjà. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, on peut répondre aux questions, c'est génial, comme ça on va faire pour les autres aussi. Alors, on a une première question, c'est quels sont les outils, exercices pour mieux assumer tout ça? Comment? Alors, déjà, on va faire un live mercredi prochain sur la page de Stéphanie, ce coup-ci, où justement chacune on amènera les outils qu'on a au quotidien. Donc moi, ma spécialité, c'est bien sûr les fleurs de bac, puisque vous le savez, j'ai développé mon activité en tant que conseillère. Et Stéphanie, elle ira aussi j'ai aussi d'autres choses en corporel, hein, mais ça passe aussi par le méditatif. Je fais aussi du tai chi, du qigong. Donc voilà, c'est aussi des approches corporelles, mais puis je suis pas professeure, hein, je suis juste débutante, on va dire, mais ça fait partie de mon quotidien. Et toi, Stéphanie, tu amèneras toute la partie outils avec ta pratique corporelle. Ça, la semaine prochaine, du coup, on pourra plus répondre à ces questions-là en détail, en tout cas, avec des liens aussi. En tout cas, moi, pour quand même répondre un tout petit peu, hein, mais légèrement, la première chose que j'ai faite, qui est venue à moi, c'était d'écouter ce que je ressentais, puisque en fait, je somatisais beaucoup. Je somatisais pour moi et pour les autres. C'est-à-dire que si en face de moi, j'avais quelqu'un qui a mal à la tête, je finissais par avoir mal à la tête avec la personne. Donc, en fait, c'est vraiment mon corps qui m'a parlé en premier. Vraiment mon corps. Donc, d'où mon métier maintenant. Mais du coup, j'ai pris le temps, j'ai découvert avec les fleurs de bac. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est que j'écoute ce que je ressens. Je vais là où par exemple, s'il y a un livre qui vient ou qui m'interpelle, qui va venir répondre à un besoin, je vais le lire. Je prends beaucoup de temps. J'ai aussi beaucoup ralenti la notion du temps. Dans le sens, j'ai sorti de ma vie le stress. Je ne fais plus rien vite. Voilà. Ça, je crois que c'est une des choses que j'ai mis très vite en place. J'ai senti que c'était un besoin. Je ne me bourre pas mes agendas, parce que de toute façon, moi, je vais les bourrer toute seule avec plein d'idées. Mais je fais très attention à avoir un rythme serein, où je me sens bien, où je n'ai pas à courir, où il n'y a pas une surcharge en plus de mes émotions dans le rythme physique. Voilà. Donc ça, je peux te dire que c'est une pratique déjà à réfléchir et qui peut aider au quotidien à ne pas en mettre de plus en plus, parce que notre cerveau, de toute façon, lui, il emmagasine tout en grande quantité. Donc, plus on lui en met, plus on emmagasine, et après, il y a un risque de stress ou de choses comme ça. Voilà, voilà. Donc moi, c'est écoute de ce que je ressens au quotidien. Vraiment, c'est ça ma pratique. Voilà. Alors ensuite, on a une autre question. Comment rester dans la société lorsqu'on n'en accepte pas les codes et les valeurs? Question de Delphine. Vas-y, c'est moi qui réponds à ceci. Vas-y, je t'y reviendrai aussi, vas-y. Alors, comment vivre dans la société? On vit déjà dans la société, Delphine. Je vais le dire comme ça pour commencer, c'est pas du tout... mais c'est justement, plus on va apprendre à se connaître, je le vois comme ça, parce que pour moi, il y avait plein de choses où j'étais en réticence, mais plus on apprend à se connaître, plus on va pas vivre contre quelque chose, mais on va vivre avec. Comment je m'aligne? Est-ce que moi, je le vis comme ça ou je le vis pas comme ça? Quels sont mes choix? On revient à soi, en fait. Donc, j'ai pas une sensation de contre ou pour, j'ai une sensation plutôt comment je me positionne, comment je choisis, voilà, je sais pas, j'ai pas d'exemple là tout de suite, mais quelqu'un me parle de quelque chose, ah oui, la vie c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, il faut faire comme ci, et tu dois faire comme ça, je t'entends, mais moi, qu'est-ce que j'en fais? Et souvent, si on est un peu en réaction, le mieux, je pense, c'est d'écouter pourquoi on est en réaction, de quoi ça nous parle. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des valeurs. Hein. Moi, je suis vraiment plutôt, je mange bio, zéro déchet. Il y a vraiment une recherche de
de consommer en conscience, hein, pleine conscience pour moi, vraiment sur tout ce que je vis. Mais qu'est-ce qui me rend heureuse? C'est toujours un travail entre moi et l'extérieur, voilà. Donc c'est vraiment une écoute personnelle. Je crois qu'il n'y a pas de technique autre. Je le vois pas autrement, mais je sais pas. Peut-être qu'Adeline a une autre vision que moi. C'est juste que le fait de devoir m'adapter dans un cadre qui peut être trop rigide, donc sociétal, hein, je pense à l'entreprise, hein, parce que souvent dans la société, il y a une grosse part où on est dans le travail. Moi, j'ai été malheureuse parce que déjà, quand les valeurs sont pas les miennes, je suis abattue. J'ai l'impression de me perdre, de vendre entre guillemets mon âme. Et quoi qu'il en soit, je me suis adaptée. Je l'ai fait tout au long de ma vie. Hein. Je me suis toujours adaptée à toutes les situations, mais finalement, ça me rendait pas heureuse. Donc maintenant, ce qui me permet de rester dans notre société aujourd'hui et de m'y sentir bien, simplement, c'est de rester alignée, en accord avec ce que je suis, avec ce que je ressens et avec mes valeurs profondes. Alors bien sûr, comme tu dis, Stéphanie, hein, souvent on te donne des conseils, on te dit ci, on te dit ça. Alors j'entends aussi ce qu'on me dit, mais ce qui compte, c'est comment ça va ressentir, ce que je vais ressentir au fond de moi. Parce que je crois que au fond, on a toujours la réponse. La petite voix intérieure, elle sait ce qui est bon pour nous ou pas. Et la voix pour chacun, elle est différente. Donc voilà, juste restez bien aligné avec ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Je pense que c'est vraiment ça qui va faire la différence et ce qui fera que vous vous sentirez mieux dans cette société qui parfois est compliquée pour nous, clairement. Oui, puis écoutez, en fait, quand je t'entends, il y a aussi écouter ses limites. Parce que parfois, dans s'adapter, pour moi, alors je reconnais, s'adapter, c'est quelque chose que je connais que dans le fait de réduire qui je suis pour que les autres se sentent bien. Mais clairement, moi, ça fait 27 ans que je suis indépendante. Donc, j'ai travaillé très peu pour une entreprise, en plus en salon de coiffure, donc on est quand même dans des mondes un peu artistiques où c'est encore différent que de grosses structures, voilà. Et moi, aujourd'hui, je suis indépendante et je ne pourrai plus jamais travailler pour quelqu'un. Parce que là, c'est ça ma liberté. Après, par rapport à qui je suis, comme dit Adeline, je reste alignée. Tiens, il y a tel événement, que ce soit professionnel, personnel. Comment j'élève mes enfants? Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la cité? Rester aligné, écouter ce qui est juste pour nous. Et pas les contre non plus, ou être 100% pour, parce que c'est épuisant. Parce que c'est à nouveau une adaptation. Donc, autant s'écouter. Ça, c'est vrai que c'est important. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a 2 personnes qui nous remercient, qui nous disent « Merci les filles pour votre partage, je me sens déjà mieux, surtout moins seule. C'est énorme de vous avoir entendu. » Merci. Merci. C'est Fred, je pense qu'elle a mis sous le pseudo de Guillaume, mais c'est Frédéric, mon ami Fred, que je fais un bisou. Il y a aussi Laetitia qui nous dit « Merci, je me sens beaucoup moins seule et un peu plus normale. » Alors, en fait, pour moi, la normalité, c'est un peu quelque chose qui me dit « Il n'y a rien de normal. En fait. On est tous différents et uniques, comme l'a dit Stéphanie. Et même si on veut souvent nous mettre dans un cadre et tous nous mettre dans la même boîte, maintenant, on est quand même tous différents. » Oui, puis n'oubliez pas, moi, je travaille beaucoup sur le corps et sur l'apparence. Aussi, je travaille avec la relation image et je dis aux gens, n'oubliez pas que notre ADN est unique. Donc, ça veut dire que c'est impossible de ressembler à quelqu'un d'autre. En fait. C'est notre société qui nous a obligés à nous formater. Et du coup, nous, on est encore une autre étape de cette évolution de notre société où on a des spécificités, on fonctionne différemment. Mais de toute façon, personne, même les cerveaux normaux pensants, personne ne se ressemble. Donc, la normalité, c'est d'être différent. Voilà. Ça, c'est ça, la normalité. Oui, je suis d'accord avec toi. Je me permets de partager cette phrase qui m'a beaucoup accompagnée. J'avais écouté un anthropologue qui disait « La richesse de l'humain, ce qui nous différencie en tant que mammifère, c'est que notre cerveau, quand on naît, il n'est pas fini, notre cerveau. On est le seul mammifère avec un cerveau qui continue à mûrir sur la première année vraiment, et après il va se développer, mais il mûrit. Et c'est notre différence, enfin c'est notre imperfection qui fait cette perfection. Qui fait, alors bien sûr on peut revoir notre perfection en ce moment et puis dans notre société, mais on est quand même un système incroyable qui est capable de passer des grottes à une société évoluée. Et ceux qui ont créé jusqu'à l'époque de l'industrialisation, il y avait peu d'études, les gens n'étaient pas formés, n'avaient pas de connaissances, et pourtant on a créé des choses incroyables, le train, l'avion, il y a eu plein de choses. Donc on a une nature vraiment assez importante, et c'est cette
ce cerveau-là qui est vraiment imparfait à la naissance, qui fait qu'avec le temps, il va se perfectionner, il peut s'adapter. Donc, pensez à ça. Je trouve ça, moi, ça m'a beaucoup aidé à me dire, waouh, en fait, c'est ça qui est génial. C'est nos erreurs, c'est l'imperfection qui fait qu'on peut créer des choses, en fait. Voilà. Donc, moi, je vais revenir sur la partie un peu plus scientifique. Tu parlais que génétiquement, on était différents. Alors, par exemple, je vais prendre le cas des vrais jumeaux, hein, qui sont génétiquement identiques. Ouais. En fait, dans l'ADN, il y a une partie qui s'exprime, qui va donner des protéines, et une partie qui ne s'exprime pas. Et pendant des années, on a pensé que c'était de l'ADN poubelle. Tout à fait. Et en fait, cet ADN poubelle n'est pas du tout. On s'en est rendu compte récemment, hein, qu'en fait, c'était nos expériences et nos vécus qui modifiaient cette partie-là. Donc, on était vraiment, même si génétiquement à la base, c'est identique, bah, finalement, avec ton expérience et ton vécu, tu l'es pas. Même génétiquement parlant. Je trouvais, ça m'avait interpellée à l'époque parce que, tu vois, on pensait que c'était de l'ADN vraiment qui servait à rien, mais c'est au moins 90% de l'ADN. C'est-à-dire qu'on n'exprime que 10%. Donc, c'était tout le reste, quoi. Et en fait, tout le reste-là, bah, c'était vraiment ce qui nous était propre et individuel. Super, on est bien complémentaires. Hein. Toujours. D'autres questions? Eh ben, écoute, non, pour l'instant, ça a l'air d'être tout. D'accord, ok. Donc, Eh ben, en fait, est-ce que du coup, toi, tu as partagé, moi, je partagerai en commentaire un petit peu toutes les infos que j'ai. C'est vrai qu'au niveau de la lecture, alors moi, j'ai écouté beaucoup de podcasts, beaucoup d'interviews. J'ai lu les livres de Maria Montessori, j'ai lu beaucoup de livres autour de des neurosciences aussi. Voilà. J'ai beaucoup aimé, enfin c'est vraiment avec les enfants au départ qui ont ouvert les portes de ma douance. Donc mes livres viennent plutôt de là. Après j'ai tous les livres sur les énergies aussi. Par exemple, moi j'ai adoré La prophétie des Andes qui quel rapport avec la douance? Ben, dans La prophétie des Andes, en fait, on parle de toutes les capacités humaines, dans la partie spirituelle et énergétique. Moi, je ressentais beaucoup de choses quand j'étais jeune par rapport aux autres, hein, et je ne savais pas quoi en faire. Et dans La prophétie des Andes, j'ai découvert le lien énergétique entre deux êtres humains. Voilà. Et en fait, quand je l'ai lu, même si c'est un livre initiatique, pour moi, c'était une évidence. Et je me suis basée sur ça dans toute ma vie pour dire, OK, bah là, je ressens ça, l'autre, il me donne ça. Alors, ça m'a fait évoluer. Donc, il y a Prophétie des Andes, on peut lire, qui est un domaine qui va ouvrir à la partie spirituelle énergétique de l'humain. Qu'est-ce que j'ai lu encore comme livre? J'ai lu le livre Douance, qui est d'un auteur canadien. Voilà. Vraiment, est-ce que je l'ai là? Je ne crois pas que il est à mon espace de soins. J'ai lu aussi, j'ai lu un petit peu un livre du docteur Revol, mais de tête, j'ai plus le titre, il y en a plusieurs. Qu'est-ce que j'ai lu sur la douance aussi? J'ai lu pas mal Maria Montessori, Catherine Guéguen aussi pour les enfants, dans le développement de l'enfant. C'est vraiment intéressant avec ses besoins essentiels, voilà. Et puis j'ai lu beaucoup de podcasts, beaucoup de choses comme ça. Je vais revenir sur La prophétie des Andes, parce qu'on avait fait un café ensemble le matin quand on préparait nos ateliers, et je me rappelle que tu m'avais proposé ce livre que j'ai acheté en format audio-livre. D'ailleurs, c'était super sympa de l'écouter, tu vois, pendant que je faisais de la cuisine et tout. Et puis, je me suis dit, tu l'as lu hyper vite, je t'ai épaté quand même. Quand tu m'as dit, je l'ai lu. Ouais, je suis une grande lectrice, j'ai toujours beaucoup lu et de façon régulière, donc généralement. Et en plus, c'est une forme de roman, je veux dire, dans le sens où c'est une aventure, etc. Donc, c'est des trucs hyper faciles à lire, ça se lit très très vite, on est très vite pris dedans. Et moi, j'ai appris plein de trucs là-dedans et c'était super intéressant. Ça me fait souvent penser à, je vais faire la comparaison avec Werber, dans le sens où, pareil, souvent dans ces romans, j'apprends énormément de choses. Il y a aussi beaucoup de choses au niveau, je pense, au Thanatonautes, à l'Empire des Anges, tout ça qui sont dans le spirituel. Et voilà, quand c'est sous forme de roman, je trouve ça encore plus sympa parce que j'ai l'impression d'être moi encore dans l'étiquette douance, tu vois, dans le commun des mortels. Mais en même temps, souvent, c'est très, très riche. Ça permet aussi un vrai travail personnel derrière. Ah bah moi, si on part sur ce chemin-là, qu'est-ce qui m'a fait comprendre aussi tout ça? C'est ma spécificité, c'est tous les livres de Paulo Coelho, César l'éclaireur, César l'enchanteur. J'adore ces livres initiatiques. Ça parlait de ma partie spirituelle. En tout cas, c'est là où moi, je me suis d'abord beaucoup nourrie sur la spécificité de l'être humain dans son incarnation. Voilà.
Parce que moi, je me posais beaucoup de questions là-dessus, j'avais une grande sensibilité, j'avais beaucoup de messages qui me venaient et ça m'a beaucoup apporté. Puis après, j'ai mis du rationnel et du scientifique, si je peux le dire comme ça. Voilà, tout est ensemble hein, avec les enfants pour pouvoir transmettre, avec des livres plus techniques. Et pour moi, je dirais la première, c'est Maria Montessori. Je ne peux pas dire quelqu'un d'autre parce qu'elle parle tellement bien de l'enfant, de l'être humain. Donc nous, on est des enfants, il ne faut pas l'oublier. À l'avant, on était des enfants. Donc tout ce qui n'a pas été nourri, tout ce qui n'a pas été compris, ben, fait que c'est difficile quand on grandit. Et Catherine Guéguen, pareil, les besoins de l'enfant. Enfin, vraiment, tout ça, ça m'a emmenée pour comprendre aussi l'être que je suis. Puis après, la douance. Et puis j'ai lu quelques livres sur la douance finalement. Vraiment, celui que j'ai bien aimé, c'est la douance. Parce qu'il parle de toutes les intelligences, de tous les formats, comment on peut accompagner les enfants et les adultes même. Voilà. Donc ça, c'était mes lectures. Et puis, donc, du coup, dans les commentaires, on mettra nos petits. On mettra chacun nos liens de lecture divers et variés. On va mettre ça. Audio que j'ai. Moi, j'ai pas mal de trucs, donc je partagerai en commentaire aussi après. Voilà. Et donc, la semaine prochaine, on se revoit, mais sur ta page, ce coup-ci, donc la page Être en son corps. Oui. Et puis là, du coup, on parlera d'outils un petit peu pour le quotidien, comment. Moi, j'ai pas encore justement étant créative, j'ai encore pas tout préparé, mais j'en suis sûre que je vous parlerai du corps, surtout de l'écoute du corps. Comment prendre du temps. La méditation est un exemple, mais moi, je ne fais pas que méditer. J'écoute et puis je fais travailler justement mon cerveau qui s'arrête jamais et j'essaie de décoder. Je fais beaucoup de liens entre ressenti, décodage, interprétation, mais personnel. Donc, je pense que je vous proposerai d'un petit outil aussi là-dessus. Voilà. Moi, bien sûr, je vous parlerai du côté émotionnel aussi, qui est aussi bien sûr attaché au corps, avec les fleurs. Donc, je vous expliquerai un petit peu le principe des fleurs. Je parlerai un petit peu de méditation, mais dans le sens où moi, ce que j'aime bien faire, c'est ce qu'on appelle le scan corporel. Donc, ça regroupe un peu l'approche de Stéphanie. Donc, voilà, on partagera là-dessus avec vous la semaine prochaine sur la page on prendra la même heure, donc ce sera mercredi 13h30, 14h30. Et on fera aussi un live encore la semaine d'après sur le dernier thème, qui est, je me souviens plus, ah oui, réconcilier le mental et le corps, puisque en tant que atypique, souvent on est beaucoup dans le mental. Hein. Stéphanie Bocco, vous avez vu, elle est super ancrée. Hein. Et beaucoup dans le mental, c'est important aussi de se réconcilier avec son corps. Donc voilà, bon, c'est une unité qui est importante. Oui, et puis c'est vraiment, alors du coup, un petit côté spirituel, mais c'est ce qui nous est invité à faire aujourd'hui avec ce confinement aussi. Hein. La résilience, elle vient là où on utilise les deux parties de nous-mêmes. C'est pas qu'une seule partie. La solution, elle est dans notre cœur. On peut entendre des solutions, mais si on ne sait pas comment faire, on va être bloqué. Si on n'a que la solution mentale, on va pas créer de nouvelles choses. Donc vraiment, tout nous invite à tout réconcilier maintenant. Et du coup, nous, quand on a un cerveau en arborescence, il va très vite. Il a une compétence incroyable pour aller vers la résilience quand on sait vraiment, je dirais, utiliser cet outil-là. Disons que l'outil peut être bien, justement, comme tu dis, quand on a un cerveau en arborescence, le problème, c'est de ne pas s'éparpiller. Ouais. Moi, ça peut être un de mes problèmes, justement, quand tu as envie de faire beaucoup de choses, tu as énormément d'idées de souvent recentrer. Donc, moi, j'utilise les fleurs encore une fois pour ça. Et aussi le scan corporel pour arriver à atténuer un petit peu. Le corps, pour moi, il est vraiment le guide. Hein. Il sait quand on est trop, quand on n'est pas assez. Bien sûr, hein, ça passe par des pensées. Hein. C'est des sensations qui vont se transformer en notions intellectuelles. On est d'accord. Hein. Ouais. Mais si on capte à notre corps, on écoute notre corps et on se laisse capter par notre environnement ce qui se passe, on n'a pas besoin de faire tourner le petit bateau et le petit moulin. On a juste à écouter. Et puis après, on va chercher dans le cerveau les solutions pour mettre en place, pour formater ce qu'on désire. Voilà. Donc ça, c'est sûr. Mais c'est un apprentissage, c'est un cheminement, et je pense que c'est le cheminement de plein de personnes de notre génération. Nos enfants, peut-être moins, puisqu'on va leur autoriser à écouter leur corps. C'est ce qu'avant on proposait aussi dans le monde spirituel. Hein. C'était aussi d'être à l'écoute du corps, hein, d'être dans le côté plus intérieur. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans les mondes plus subtils. Donc, ça rejoint un peu. Voilà, donc on partagera sur ça, tous ces outils-là pour que vous vous sentiez mieux au quotidien et à votre place dans cette société. Donc, on dit à tout le monde à la semaine prochaine. À tous, la semaine prochaine. Oui. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, on pourra aussi sûrement y répondre la semaine prochaine. Donc, voilà. Merci d'avoir partagé, d'être là, et puis partagez autour de vous aussi ce live. Il restera en replay sur la page d'Adeline et je la mettrai aussi sur ma page, donc comme ça vous pouvez le revoir
Ouais, merci à vous tous pour vos participations, de nous avoir soutenus sur ce premier live, surtout moi, parce que c'est un exercice que j'ai pas du tout l'habitude de faire et je vais vous pas mentir, là, je commence à arrêter de trembler. Les gens qui me connaissent et qui ont vu la vidéo, je pense, l'ont ressenti. Ceux qui me connaissent moins ne le verront peut-être pas. Mais voilà, en tout cas, voilà. Pas senti du tout. Ça s'est pas senti, ouais, mais je sais. Mais crois-moi, hein. Crois-moi, les gens et tout, ça bouge dans tous les sens. Ouais, c'est le corps qui parle, tu sais. C'est comme ça. Je laisse faire. C'est normal, c'est bien. Quand c'est des nouvelles expériences, c'est normal. Ouais, voilà, il faut toujours une première fois. Donc, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager tout ça avec vous, avec toi encore, Stéphanie. J'adore partager ces moments avec toi puisque nos approches sont certes différentes et complémentaires. C'est toujours très, très agréable pour moi de partager tout ça avec toi, d'avoir ton point de vue, ton expérience. C'est très enrichissant. Donc, merci aussi, bien sûr, à toi. Et puis, bah voilà, j'attends moi aussi avec impatience la semaine prochaine pour échanger avec toi encore et partager tout ça avec les gens qui nous regardent. Ben moi, je voulais te remercier aussi d'être sortie de ta zone de confort et puis de cette expérience avec moi. J'aime ton cadre, j'aime ta structure, justement. Moi, je me sens parfois un petit peu avec des mots qui partent comme ça, un peu perdus dans tous les sens. J'aime ta structure et c'est une qualité aussi et j'aime nos échanges. Donc, je suis ravie de l'offrir aux autres aussi, nos réflexions, nos échanges qu'on a déjà eu plusieurs fois. Donc, voilà. Merci à toi, merci à tous et puis on se retrouve la semaine prochaine alors. Allez, à la semaine prochaine. Merci. Au revoir.